Le marteau du juge est tombé à 14h47 un mardi. C'est le moment exact où ma vie s'est terminée. Mon ex-femme, Jennifer, était assise de l'autre côté de la salle d'audience, parfaitement composée dans un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son avocat, un requin nommé Richardson, a présenté le règlement final avec un sourire suffisant. Le défendeur, David Chen, renoncera à tous ses droits sur Neuro5 Technologies, la maison conjugale au 428 Maple Drive et le véhicule. La garde du fils mineur, Ethan Chen, sera accordée uniquement à la plaignante, avec un droit de visite supervisé pour le défendeur en attendant la stabilité financière. Droit de visite supervisé. Les mots résonnaient dans mon crâne comme une condamnation à mort. Mon fils de 6 ans, mon brillant et curieux Ethan qui aimait construire des robots avec des boîtes en carton et me demander comment fonctionnait Internet, ne serait autorisé à me voir qu'en présence d'un inconnu nommé par le tribunal. Le nouveau fiancé de Jennifer, Marcus Sterling, était assis au premier rang. C'était le PDG de Sterling Dynamics, un tech bro avec un sourire parfait et une valeur nette qui faisait paraître ma start-up en difficulté comme un stand de limonade. Il avait fait clairement comprendre dès le premier jour que j'étais un obstacle à éliminer. Quand le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, j'ai regardé Jennifer. « Tu prends mon fils loin de moi ?» ai-je chuchoté, ma voix se brisant. « Tu prends tout. » Elle ne m'a même pas regardé. Tu ne pouvais pas subvenir à ses besoins. David, Marcus peut donner à Ethan la vie qu'il mérite. Tu peux à peine te permettre des nouilles. La salle d'audience est vidée. Je suis sorti avec une boîte en carton contenant mes effets personnels, une photo encadrée de moi et Ethan lors de son 5e anniversaire, quelques livres sur l'apprentissage automatique et mon vieux portable, celui avec l'écran fissuré que Jennifer m'avait acheté avant de m'en acheter un nouveau. Mon compte bancaire affichait $217,43. Ma voiture, une Honda de 10 ans avec 180 000 miles, a été reprise 2 jours plus tard quand j'ai raté le paiement. J'ai dormi dans cette Honda pendant 3 semaines. La première nuit, garé derrière une laverie ouverte 24h24, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. J'ai appelé l'école d'Ethan et laissé un message que je serais en retard pour la récupération. Jennifer avait déjà changé la liste des contacts d'urgence. Je n'y étais plus. La 2e semaine, j'ai trouvé un travail à plonger dans un dîner au bord de l'autoroute. 12 heures par jour, $12 de l'heure, en espèces au noir. Le manager ne posait pas de questions. Je sentais la graisse et l'échec, mais je pouvais me permettre une chambre de motel hebdomadaire, un simple matelas sur un cadre affaissé, une salle de bain partagée dans le couloir. Mais chaque nuit, après la fin de mon shift à minuit, je sortais mon portable fissuré. L'écran avait une fracture en toile d'araignée traversant diagonalement, rendant difficile la lecture du code. Je plissais les yeux à travers les dégâts, mes doigts volant sur les touches qui collaient à cause de l'humidité et de l'épuisement. Je construisais quelque chose qui changerait tout. 6 mois plus tôt, avant le divorce, avant que Marcus Sterling n'arrive dans la vie de Jennifer avec ses connexions de capital risque et son sourire charmant, je travaillais sur une idée. Un protocole de sécurité alimenté par l'IA qui pouvait prédire les cyberattaques avant qu'elles ne se produisent, en utilisant la reconnaissance de modèles comportementaux et les réseaux neuronaux. Je l'ai appelé Sentinelle. Jennifer avait ri quand je lui en ai parlé. « David, tu poursuis des fantômes. Marcus dit que le marché de la cybersécurité est saturé. Tu dois vendre Neuro5 et obtenir un vrai travail. » Je n'ai pas vendu. Et 6 mois plus tard, je n'avais rien à montrer pour cela sauf un mariage brisé, un fils sans abri et un portable fissuré. Mais je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Ethan lors de son dernier anniversaire, avant que tout ne s'effondre. Nous étions dans le jardin, regardant les lucioles, et il m'a demandé « Papa, tu seras toujours là pour me protéger ?» J'ai embrassé son front. « Toujours, mon grand. Quoi qu'il arrive, je trouverai toujours un moyen de te protéger. » J'échouais à cette promesse, mais je n'abandonnais pas. Le travail au dîner payait juste assez pour me garder en vie. J'économisais chaque dollar de réserve. Après 2 mois, j'avais $50 en poche et un plan. J'ai trouvé un appartement en sous-sol, une unité de stockage glorifiée avec un matelas, une plaque chauffante et une lumière fluorescente clignotante. Le propriétaire, un vieil homme nommé M. Henderson, ne vérifiait pas le crédit. Il voulait juste quelqu'un pour surveiller le bâtiment et payer $300 par mois en espèces. J'ai emménagé avec ma boîte en carton et mon portable fissuré. Pendant les 18 mois suivants, j'ai vécu comme un fantôme. Je travaillais le shift du soir au dîner de 16h à minuit, puis marchais 3 miles jusqu'au sous-sol sous la pluie, le froid, l'obscurité. Je me douchais avec un seau d'eau chauffée sur la plaque chauffante. Je mangeais des nouilles et du pain rassis. Et puis, de 2h à 6h du matin, je codais. Mes mains tremblaient d'épuisement.
Mes yeux brûlaient. L'écran fissuré rendait impossible de voir des sections entières de code d'un coup. J'écrivais une fonction, la testais, la déboguais, la réécrivais. Encore et encore. Sentinelle évoluait. Il ne détectait plus seulement les M. Hélas, il apprenait d'elle, s'adaptait, prédisait. J'ai soumis mon algorithme à 3 incubateurs de tech différents. Tous 3 m'ont rejeté en quelques heures. Identifiants insuffisants, disait un email. Aucun historique d'emploi vérifiable, disait un autre. Le 3e ne s'est même pas donné la peine de donner une raison. J'ai failli abandonner. Une nuit, à 3 heures du matin, j'ai reçu un appel de M. Henderson. « David, il y a une fuite dans le sous-sol. L'eau passe par le muret. » J'ai raccroché et regardé l'eau suintée à travers le béton, formant une flaque autour de mon support de portable. J'ai déplacé mon ordinateur sur l'étagère la plus haute que j'ai pu trouver, l'ai enveloppé dans des sacs en plastique, et me suis assis sur le matelas, regardant l'eau monter. C'est là que j'ai craqué. J'ai crié dans mon oreiller. J'ai frappé le mur jusqu'à ce que mes jointures saignent. J'ai pleuré pour mon fils, pour ma vie, pour le futur que j'avais perdu. Et puis, à 4h17 du matin, j'ai essuyé mon visage, branché mon portable dans la seule prise sèche que j'ai pu trouver, et continué à coder. 6 mois plus tard, j'avais un prototype fonctionnel. Je n'avais pas d'argent pour les serveurs, alors j'ai utilisé des crédits cloud gratuits d'un programme pour start-up. Je n'avais pas d'équipe, alors j'ai tout fait moi-même, coder, tester, marketer. J'ai créé une landing page simple et l'ai postée sur 3 forums de cybersécurité. En 48 heures, j'ai reçu un email d'une petite firme de services financiers dans le Vermont. Nous testons votre démo. Votre IA a signalé une menace que toute notre équipe de sécurité a manqué. Combien pour une licence complète? Je leur ai facturé 5 000 $. C'était le plus d'argent que j'avais vu en 2 ans. J'ai réinvesti chaque centime. J'ai acheté un meilleur portable. J'ai loué de l'espace serveur. J'ai engagé un développeur freelance d'Ukraine pour m'aider à scaler. Sentinel devenait plus intelligent, plus rapide, plus précis. Le bouche à oreille s'est propagé. Une banque de taille moyenne à Chicago a signé. Puis un réseau de santé à Boston. Puis une entreprise Fortune 500 en Silicon Valley. 18 mois après avoir emménagé dans ce sous-sol inondé, j'avais mon premier million. Je n'ai pas célébré. J'ai appelé un avocat. J'ai déposé pour la garde complète d'Ethan. La réponse de Jennifer a été rapide et brutale. Elle m'a envoyé une lettre de cessation et d'abstention, affirmant que j'étais mentalement instable, que j'avais abandonné ma famille, que j'étais inapte à être père. Elle avait les avocats de Marcus menacés de m'enterrer dans des litiges. Je ne me suis pas battu en justice. Je me suis battu sur le marché. J'ai incorporé Sentinel Security System. J'ai engagé une vraie équipe des esprits brillants qui croyaient en la mission. Nous avons ouvert un bureau à Austin. Nous avons lancé un programme de bug bounty qui a fait les gros titres. Nous avons publié des articles de recherche qui ont remporté des prix. Et puis, 2 ans après avoir commencé à coder dans ce sous-sol, nous avons obtenu notre financement série A, 50 millions de $ d'une firme de capital risque de premier plan. La valorisation était de 500 millions de $. J'ai utilisé l'argent pour m'étendre. Nous avons ouvert des bureaux à Londres, Singapour, Tel Aviv. Sentinel est devenu le standard d'or pour la cybersécurité prédictive. Notre IA avait prévenu plus de 10 000 attaques, sauvant nos clients de milliards de pertes potentielles. 3 ans après le divorce, je valais 200 millions de $. Je n'avais toujours pas vu Ethan en personne. Jennifer avait déménagé à San Francisco, où Marcus lançait sa propre entreprise tech, Sterling Dynamics. Elle avait bloqué mes appels, changé son numéro et déménagé sans laisser d'adresse de transfert. Mais je regardais. Sterling Dynamics se préparait pour une IPO. Marcus s'en vantait dans les magazines tech, l'appelant la prochaine grande chose dans les logiciels d'entreprise. Il avait levé 200 millions de $ en financement privé, s'était associé à de grandes entreprises et avait engagé une équipe de 300 employés. Il perdait aussi de l'argent en masse. Mes analystes suivaient Sterling Dynamics depuis des mois. Leur logiciel était bogué, leur sécurité était risible et leurs finances étaient un désastre. Ils cachaient des violations de données, gonflaient les numéros d'utilisateurs et brûlaient du cash à un rythme non durable. Ils allaient s'écraser. Et quand ils le feraient, je voulais être celui qui tenait le parachute. J'ai attendu. 6 mois avant l'IPO de Sterling Dynamics, ils ont subi une cyberattaque massive. Leur base de données clients a été compromise. La valorisation de leur action a chuté. Marcus a cherché désespérément un chevalier blanc, une entreprise qui pourrait les acquérir et sauver l'IPO. Il ne le savait pas encore, mais j'étais ce chevalier blanc. J'ai autorisé mon CFO à faire une offre.
$150 millions pour une participation majoritaire dans Sterling Dynamics. Marcus, désespéré et acculé, a accepté. L'acquisition a été finalisée 3 semaines avant l'IPO. Je suis devenu l'actionnaire majoritaire de Sterling Dynamics. Marcus a été forcé de partir en tant que CEO. Son nom a été retiré de l'entreprise entièrement. Et puis, une semaine avant l'IPO, j'ai fait mon mouvement. J'ai appelé une conférence de presse. Je me tenais devant des journalistes de Forbes, TechCrunch, le Wall Street Journal. Je tenais un dossier contenant les preuves de la fraude financière de Marcus, les violations de données cachées, les métriques gonflées. Sterling Dynamics n'ira pas en bourse, ai-je annoncé. Nous dissolvons l'entreprise et remboursons tous les investisseurs. L'ancien PDG, Marcus Sterling, fera face à des accusations criminelles. La pièce a explosé. Les caméras clignotaient. Les journalistes criaient des questions. Je suis allé au podium, mes mains stables, ma voix claire. Je m'appelle David Chen. Il y a 3 ans, j'ai tout perdu, ma société, ma maison et mon fils. On m'a dit que je ne valais rien. On m'a dit que je ne serais jamais rien. J'ai dormi dans ma voiture, j'ai lavé la vaisselle, j'ai codé dans un sous-sol inondé avec un portable cassé et $50 en poche. J'ai fait une pause, regardant directement dans la caméra. Aujourd'hui, Sentinel Security System est valorisé à $2,3 milliards. Et je suis en couverture de Forbes. Le magazine est sorti la semaine suivante. Le titre disait « De sans-abri à milliardaire, l'histoire de David Chen ». J'ai envoyé une copie à Jennifer. Je n'ai pas inclus de notes. Je n'en avais pas besoin. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était elle. « David », a-t-elle dit, sa voix tremblante. J'ai vu le magazine. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Tu as pris mon fils, ai-je dit calmement. Tu m'as dit que je ne pouvais pas le protéger. Tu m'as dit que je ne serais jamais rien. J'avais tort, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, peut-on parler? Ethan, il demande après toi. Il veut te voir? Mon cœur s'est brisé. Je veux le voir aussi. Nous nous sommes rencontrés dans un café à San Francisco. Jennifer paraissait plus vieille, fatiguée. La vie parfaite avec Marcus s'était effondrée. Elle vivait dans un petit appartement, travaillant à temps partiel. Et puis Ethan est entré. Il était plus grand maintenant, ses cheveux plus longs, mais ses yeux étaient les mêmes. Il m'a vu et s'est figé. Puis il a couru. « Papa !» a-t-il crié, jetant ses bras autour de moi. Je l'ai tenu, les larmes coulant sur mon visage. « Je suis là, mon grand. Je suis là. J'ai promis que je te protégerais toujours, et je l'ai fait. J'ai trouvé un moyen. » Il s'est reculé, me regardant avec émerveillement. « Tu es en couverture de Forbes. Tu es milliardaire. » J'ai souri. « Je suis ton papa. C'est la partie la plus importante. » Jennifer regardait de l'autre côté de la table, pleurant silencieusement. Je n'ai pas fanfaronné. Je n'ai pas dit « je te l'avais dit ». J'ai juste hoché la tête vers elle, une reconnaissance silencieuse que nous avions tous les deux fait des erreurs, mais qu'un seul de nous avait tenu sa promesse. J'ai déposé pour la garde conjointe. Jennifer ne s'y est pas opposée. Marcus, faisant face à des accusations fédérales, n'était en position de s'opposer à rien. Aujourd'hui, Ethan vit avec moi la moitié du temps. Nous avons une maison avec un jardin où nous regardons les lucioles. Il apprend à coder. Il veut construire des applications qui protègent les gens. Et parfois, tard la nuit, quand il dort, je sors mon vieux portable, celui avec l'écran fissuré. Je le garde sur mon bureau comme rappel. Du sous-sol, des nouilles, des $50 qui ont tout commencé, de la promesse que j'ai faite à mon fils. Ils m'ont dit que j'étais fini. Ils m'ont dit que j'avais tout perdu. Mais ils ont oublié une chose. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu es libre de construire n'importe quoi. J'ai construit un empire. J'ai construit un futur. J'ai construit une vie où mon fils et que peu importe la hauteur de ta chute, tu peux toujours te relever. Et si tu lis ceci, si tu es dans ce sous-sol en ce moment, codant à travers la douleur, travaillant à travers le doute, combattant à travers l'obscurité, sache ceci. Ton portable fissuré est ton épée. Tes $50 sont ton bouclier. Ta promesse est ton armure. Continue à coder. Continue à combattre. Continue à croire. Ta couverture Forbes arrive.